Bonsoir à tous, c'est un journal spécial Voyage du Pape à Strasbourg que je vous propose aujourd'hui. Nous reviendrons sur ces quelques heures que le pape François a passées au Parlement européen, puis au Conseil de l'Europe. On écoutera aussi des extraits des discours du pape et des réactions de personnalités civiles ou religieuses que nos envoyés spéciaux à Strasbourg ont interrogées. En fin de journal, vous retrouverez Cyril Le Peigneux et son invité du mardi. Cyril, on va aussi parler Pape et Europe. Oui, avec le Père Hervé, jésuite, nous reviendrons sur les deux discours tenus par le pape aujourd'hui. Avant de vous raconter cette journée dans le menu détail, je vous propose d'écouter tout d'abord un bref extrait de la conférence de presse du vol retour. Il y est question du prochain voyage du pape en France. Non è programmato ancora, no? Ma si deve andare a Parigi certamente, no? E poi c'è una proposta di andare a Lourdes. Io ho chiesto a una città dove non sia andato mai alcun papa, no? Per salutare quegli cittadini, no? Ma non è, il piano non è stato fatto. Pour la première fois donc ce matin, le pape François a posé le pied sur le sol français. Accueilli à l'aéroport de Strasbourg par les autorités civiles, la ministre de l'écologie Ségolène Royal et le secrétaire d'État chargé des affaires européennes Harlem Désir. Bien sûr, côté église, Monseigneur Gralet, archevêque de Strasbourg. Deux cardinaux ont aussi accueilli le pape François, Peter Erdő, président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, et puis Reinhard Marx, président de la commission des épiscopats de la communauté européenne, que vous voyez embrasser le pape. Arrivé au pied du Parlement, pas de traditionnel bain de foule, il s'agit bien d'une visite institutionnelle et non d'un voyage apostolique. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a ensuite salué le pape François et l'a accompagné dans le dédale des couloirs de l'édifice. Mais avant de vous parler de la visite du pape au Parlement européen, je vous propose de découvrir un aspect méconnu de la vie de cette institution. L'Église est bien présente dans le bâtiment rond grâce au père Sénel Aumônier et à l'association Carrefour des Européens. Depuis 10 ans, donc je viens à chaque session parlementaire le mercredi de 8h30 à 9h. Et il y a donc cette Eucharistie qui est fréquentée par 30-40 personnes, députés, assistants, fonctionnaires. C'est un moment important pour eux de recueillement qui n'a pas son pareil, je crois, me disent-ils, à Bruxelles, où ils se retrouvent finalement la plus grande partie du temps. Nous avons des personnes qui sont des collaborateurs du Parlement, du Conseil de l'Europe, qui sont des actifs. Et c'est déjà intéressant de savoir comment eux vivent comme chrétiens les travaux qu'ils mènent et les responsabilités qu'ils mènent auprès de ces institutions, comme par exemple la direction des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui est extrêmement importante. L'Alsace a un message particulier à porter pour la réconciliation et pour la paix, puisque c'est vraiment le symbole que nous entendons défendre. Pour accueillir le pape avec tous les honneurs, le Parlement européen était donc réuni en session solennelle. Après un mot d'accueil du président Martin Schulz, le pape François a pris la parole en italien. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours salué par de longs applaudissements. Sono convinto che un'Europa che sia in grado di fare tesoro delle proprie radici religiose, sapendone cogliere la ricchezza e la potenzialità, possa essere anche più facilmente immune ai tanti estremismi che dilagano nel mondo odierno, anche per il grande vuoto ideale a cui assistiamo nel cosiddetto Occidente, perché è proprio l'obbligo di Dio e non la sua glorificazione a generare la violenza. Pendant ce temps-là, à la cathédrale de Strasbourg, une prière était organisée pour la visite du pape. Des centaines de fidèles sont venus écouter les discours retransmis en direct sur des écrans. Le père Jean-Luc Liénard, vicaire épiscopal, nous a expliqué les raisons de cette initiative. On écoute aussi une analyse à chaud par les fidèles du premier discours du pape. C'est un pape qui vient du Nouveau Monde, donc un non-européen qui vient parler aux Européens, quelqu'un qui a une mission universelle, quelqu'un qui vient un peu comme un poil à gratter parfois sur certaines questions qui rappellent les exigences morales. C'est pas toujours facile d'être un peu à contre-courant ou de rappeler les missions des institutions et des hommes. Alors du coup, il a besoin de notre soutien. Ça m'a fait plaisir de pouvoir prier pour le pape et puis surtout d'écouter ce qu'il avait à nous dire. Le pape François nous donne une orientation dans une Europe désorientée et j'ai un bébé et je pense que c'est important de savoir ce qu'on va lui laisser, quelle Europe on va lui laisser. Pour nous, l'Europe, c'est important et puis on attendait un message de sa part
Et ce message d'espérance, de paix qu'il donne, oui, ça me semble réconfortant, encourageant, comme il le disait. Deuxième étape du voyage, le Conseil de l'Europe. Le siège de cette institution fait face au Parlement à quelques dizaines de mètres. Le pape François a été accueilli, entre autres, par le secrétaire général Thorbjørn Jagland. Il s'est entretenu en privé quelques minutes avec lui avant la session solennelle du Conseil de l'Europe. Le pape était attendu par les représentants des différentes institutions qui composent le Conseil. On écoute un extrait de son discours. All'Europa possiamo domandare: dov'è il tuo vigore? Dov'è quella tensione ideale che ha animato e reso grande la tua storia? Dov'è il tuo spirito di intraprendenza curiosa? Dov'è la tua sete di verità che hai finora comunicato al mondo con passione? Dalla risposta a queste domande dipenderà il futuro del continente. L'Europa deve riflettere se il suo immenso patrimonio umano, artistico, tecnico, sociale, politico, economico e religioso è un semplice retaggio museale del passato oppure se è ancora capace di ispirare la cultura e di dischiudere i suoi tesori all'umanità intera. Nella risposta a tale interrogativo, il Consiglio d'Europa, con le sue istituzioni, ha un ruolo di primaria importanza. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage des membres du Conseil de l'Europe que nous avons pu recueillir peu après le discours du pape François. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que ce soit un des premiers dirigeants à parler d'écologie et de l'importance de la préservation de la nature et de dire aussi que l'être humain fait partie de la nature et doit à ce titre-là non pas l'exploiter mais uniquement l'emprunter et surtout la respecter. Moi, je pense que c'est important que les églises, quelles qu'elles soient, se prononcent aussi sur les sujets de société. Mais il faut que cette approche ne soit pas une approche dogmatique, mais bien une approche respectueuse et de l'ensemble des problématiques qui intéressent et interpellent et dans lesquelles vivent les gens au quotidien. E ho avuto l'onore di stringergli la mano e di poter scambiare due parole con lui. È stato un momento emozionante perché questo Papa ci sta veramente dimostrando quanto la dignità umana debba di nuovo essere messa al centro dei nostri obiettivi e spero in questo veramente che anche il Consiglio d'Europa riesca di nuovo a lavorare in questa direzione. La visite du pape à Strasbourg une fois terminée, cardinaux et évêques d'Europe se sont retrouvés au centre Saint-Thomas, près du Parlement européen. Ils étaient reçus par Monseigneur Gralet et le conseil épiscopal du diocèse de Strasbourg en charge de la visite du pape. Au cœur des discussions, les textes du pape, leur portée et l'accueil qu'ils ont reçu. On écoute les réactions du président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, le cardinal R2, et du secrétaire Monseigneur Duarte da Cunha. Il a parlé, comme à nous déjà en octobre, d'une Europe fatiguée, d'une Europe qui a perdu des racines ou bien qui doit retourner aux racines pour prendre une force vitale pour l'avenir. Il est possible d'établir la culture d'amour, la culture de solidarité, la culture de subsidiarité. Ces autres sont reconnus aussi comme valeurs partagé par l'Union européenne. Aussi le discours d'ouverture de M. Schulz était très positif avec des signes d'ouverture et de reconnaissance vers l'Église, vers le rôle qui est joué par l'Église en Europe. Le pape nous a nommé explicitement le Conseil des conférences épiscopales comme le délégué presque de l'Église catholique de l'Europe dans le dialogue avec le Conseil d'Europe. Et je crois que maintenant on va faire encore de plus, voir quelles sont les choses que les évêques des conférences épiscopales, les églises locales ont comme préoccupation, ont comme contribution à l'Europe, et aussi voir avec attention, quelquefois critiquement, parce qu'on doit l'être, ce qui se passe dans le Conseil d'Europe, ce qui se passe dans la Cour des droits des hommes, pour essayer exactement de promouvoir la paix, les droits de l'homme et les choses qui sont vraiment le vrai chemin pour l'homme. Autre figure majeure de l'Église en Europe, le cardinal Marx, président de la commission des épiscopats de la Communauté européenne. Il s'est quant à lui exprimé devant la presse, nous l'avons rencontré. On a parfois l'impression que les racines de l'Europe sont oubliées un peu, ça c'est vrai.
on a une discussion sur la crise des institutions, mais en tout, l'Europe est sans alternative réelle, non? Mais il a aussi réveillé un peu, je crois, l'Église, que l'Église a aussi une vocation pour l'Europe. Ça, c'est peut-être un peu oublié, que l'Église n'est pas seulement la Signora No, une institution qui dit toujours non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, mais une institution qui accompagne les gens, les peuples, l'Europe sur le chemin et encourage ceux qui sont engagés pour les hommes. Et puis on finit cette séquence pape à Strasbourg par cette réception organisée dans la soirée de ce mardi par la Comessé. Honneur cette fois à la Commission européenne. Voici la réaction des commissaires après cette visite pontificale. Nous, les hommes politiques et les femmes, quelles sont nos difficultés? Nos difficultés, c'est que quand on prend des décisions tous les jours, il n'y a pas le tout noir ou le tout blanc. Ce serait facile si en politique il suffisait de dire voilà, on y va à fond dans la guerre, dans cet endroit. Non, aujourd'hui il n'y a plus de décision facile. Et pour cela, le discernement ignatien, comme on dit, c'est-à-dire ce que les jésuites ont comme habitude de dire qu'il faut réfléchir aux conséquences des actes, il ne faut pas prendre de décisions trop vite. Je crois que ça c'est un message important pour nous. Donc qu'est-ce que l'on peut en retirer? Et qu'est-ce que, en tout cas, je vais essayer d'en retirer? C'est cela, c'est cette épreuve de discernement. Voilà, merci à nos journalistes Marine Wolf et Coraline Salvoche pour leur travail à Strasbourg. Dans un instant, notre confrère de l'agence Immédia à Rome va nous parler des nominations de ce week-end par le pape François en vue du prochain synode sur la famille. Juste un mot pour vous dire que lundi, le pape a procédé à une autre nomination importante. Le cardinal guinéen Robert Sarra est le nouveau préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il a occupé jusqu'à présent le poste de président du Conseil pontifical Coronum. Comme promis, voici la chronique d'Immédia. Bonjour, pour mettre fin aux spéculations après le synode des évêques sur la famille mouvementée qui a tant fait parler de lui le mois dernier, le pape François vient de confirmer les mêmes responsables pour la deuxième assemblée synodale programmée dans un an, toujours sur le thème de la famille. Alors, les deux principaux responsables du dernier synode étaient apparus parfois sur une ligne divergente, mais le cardinal hongrois Péter Erdő, rapporteur général du synode, et l'italien monseigneur Bruno Forte, secrétaire spécial, occuperont bien les mêmes fonctions lors de l'Assemblée générale ordinaire de 3 semaines convoquée en octobre 2015. S'il avait choisi évidemment de confirmer le cardinal Erdő plutôt que de confirmer monseigneur Forte ou vice-versa, le pape aurait donné l'impression de favoriser une ligne plutôt qu'une autre. Alors qu'en accordant sa confiance aux deux hommes, il donne une nouvelle fois les gages en faveur d'un débat franc au sein de l'Assemblée synodale. Le pape François, vous vous en souvenez, avait souhaité depuis le début que l'on parle sans tabou lors de ces synodes. Et puis, le pape a aussi confirmé les présidents délégués de cette assemblée, le cardinal archevêque de Paris, André XXIII, le philippin Luis Antonio Tagle ou encore le brésilien Raimundo Damasceno Assis. Le pape a juste introduit une légère nouveauté puisqu'il a ajouté un 4e président délégué en la personne du cardinal sud-africain Wilfried Fox Napier. Une façon de rendre plus universel encore ce synode, alors que certains cardinaux et évêques africains avaient regretté le mois dernier une vision parfois trop occidentale du débat de l'Église sur la famille. Mais d'ici octobre 2015, et le synode qui devra donc aider le pape François à prendre une série de décisions en matière pastorale sur la famille, le pape et Rome ont décidé d'envoyer aux conférences épiscopales du monde entier une série de points à travailler largement par les églises locales. Après le questionnaire envoyé, on s'en souvient, à travers le monde avant la première assemblée, Rome a donc choisi de confirmer sa volonté d'ouvrir à toute l'Église le débat sur la pastorale familiale. Je vous dis à la semaine prochaine. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors Père Hervé, vous êtes donc jésuite et rédacteur en chef de la revue Études. Bonsoir et merci pour votre présence. Alors vous venez de suivre avec nous ce journal qui a raconté par le menu toute cette journée à Strasbourg, en tout cas ces 4 heures à Strasbourg de présence du pape. Alors tout d'abord, quelles sont vos premières impressions ?
De fait, c'est un voyage court, c'est un voyage plutôt politique, il n'y a pas eu de bain de foule, il n'y a pas eu de célébration eucharistique. On sentait peut-être le pape un peu moins à l'aise que dans les célébrations. On sent que c'est un homme qui, enfin, il le dit, hein, qui aime le contact direct avec les personnes, se mêler aux gens. Là, il y avait un côté forcément très formel, de réception, etc. Bon, mais en même temps, c'est un acte fort parce que c'est quelqu'un qui n'est pas européen, qui vient dans les institutions européennes, qui vient conforter, encourager. Le mot espérance était à la fin de son propos sur l'Europe. Je crois que c'est important à entendre. Ce qu'il a dit, on reviendra là-dessus, mais pas forcément très nouveau. Ça n'a pas à l'être du reste. Mais je crois que c'est un événement. L'ovation à la fin de ces deux discours, ça vous a surpris par exemple? Non, je pense que... Ils se sont levés, ils ont applaudi. Je pense que c'est à la fois, d'après quelques... j'ai l'impression qu'il y a quelques sentiments qui avaient été exprimés avant, sentis qui venaient plutôt accueillis favorablement, d'une part. Et d'autre part, on prend conscience, on le savait, mais c'est agréable de prendre conscience encore plus concrètement, que c'est quelles que soient ses convictions, c'est une figure d'autorité. Je dirais que c'est une des rares figures d'autorité dans les hommes publics du monde contemporain. Obama a un certain caractère d'autorité, mais enfin il est quand même fortement affaibli. Je ne vais même pas citer les autres. Oui, à certains égards, mais il ne représente pas quand même, d'abord, n'est pas représentatif du même type de tradition, de communauté. Puis quand même le christianisme fait partie des racines majoritaires de l'Europe. Oui, je pense qu'il n'a pas de concurrent de ce point de vue-là. Justement, il avait été invité comme ça, comme sommité religieuse, de sagesse, et non pas comme politique et comme pasteur, mais il y en a quand même qui se sont plaints en disant qu'il avait eu un discours finalement assez politique et très moralisateur. Vous êtes d'accord? Moralisateur, non, je n'ai pas de sentiment. Il défend un certain nombre de valeurs, de principes, que je pense nous partageons. Je crois que c'est important de le dire, et il est tout à fait dans son rôle de le dire, tout en disant bien, tout en indiquant bien la dimension multipolaire, pour reprendre son expression, de l'Europe, polyédrique, c'est un mot qu'il aime bien, la figure du polyèdre, plutôt que la sphère, c'est-à-dire cette diversité qui fait l'Europe, dans lequel le christianisme a tout à fait son rôle à jouer. Je veux dire, pas plus que son histoire, mais pas moins non plus. On a tendance parfois à dire, discret, le christianisme a affirmé qu'il est constitutif non seulement de l'Europe historique, même de l'Europe, de l'Union européenne dans sa fondation. Donc, je dirais, rappeler ces principes-là, je crois que c'est bien, ça reste quand même majoritairement bien reçu. Alors, il y aura toujours des voix discordantes, mais enfin, c'est très bien. Mais je crois que majoritairement, ce genre de propos, même s'il n'est pas toujours mis en œuvre, est plutôt bien reçu. Alors, résister à la tentation de l'égoïsme et donner à l'Europe un nouveau départ, fondé sur les valeurs et les idées, et non sur l'argent et l'économie. Oui. Vous y croyez ou pas? Ben oui. Enfin, j'espère. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Je crois que c'est ce qui ne cesse de répéter, du reste. Hein, et c'est ce que d'autres, ne pas le seul, même, il y a d'autres hommes politiques européens qui le disent. Et je crois que... on l'a bien senti au moment des élections européennes, l'Europe est devenue trop technocratique, trop centrée sur l'économie, trop formelle. Voilà, on manque d'une inspiration, d'un sens, peut-être d'un leader. Enfin, ça se cherche. Et toutes les contributions, et je pense que sa contribution compte parmi celles qui peuvent redonner un sens à l'Europe aujourd'hui. Alors est-ce que ce renouveau, cette jeunesse qu'il appelle lui de ses voeux, est-ce qu'elle est possible s'il n'y a pas déjà cette reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe, si on reprend cette figure de l'arbre qu'il a pas mal développée? Oui, tout à fait. Oui, je crois, et c'est très belle figure de l'arbre qui tend vers le ciel, mais qui ne peut le faire que s'il a un tronc solide et des racines fortement plantées dans la terre. Il est clair que l'avenir de l'Europe n'a un avenir que si elle est consciente d'où elle vient. De ses racines, et entre autres de ses racines chrétiennes. Je crois que d'un point de vue historique, ça relève d'une objectivité historique. C'est pas forcément une défense, une apologétique chrétienne par rapport à ça. C'est simplement l'honnêteté historique qui nous oblige à dire ça. Alors, il n'y a pas que des racines chrétiennes en Europe. Hein. Je crois là aussi, il faut le rappeler. Il l'a dit. Hein. Mais
le christianisme appartient à l'histoire européenne. Il y a certainement à redécouvrir, je pense qu'on se plaint à juste titre aujourd'hui d'un déficit de culture historique, il y a ceci à remettre au centre. Alors il a parlé de l'environnement, de l'immigration, du consumérisme, là c'était au cœur de ses discours, mais il a aussi parlé de la culture avec ce patrimoine à transmettre et à renouveler. Qu'en avez-vous pensé ? Oui, je crois que c'est important. Il a parlé de la famille, il a parlé justement de thèmes qui peut-être... Mais plus sur la culture justement, parce qu'il parle quand même du grand vide d'idées en Europe. Oui, je crois, et comme vous êtes rédacteur en chef de la revue Études... Une revue de culture qui effectivement s'emploie à défendre non seulement l'idée européenne, mais la bâtir par la culture. De fait, je crois que la culture est un élément intégrateur. On a besoin de spécialisation, on a besoin de technique, on a besoin d'économie, on a besoin de finance, on a besoin d'industrie, on a besoin de tous ces éléments-là. Mais la culture, c'est ce qui donne une cohérence à l'ensemble. La culture, c'est aussi ce qui s'inscrit dans une durée. On ne crée pas une culture comme ça. C'est un héritage. Donc effectivement, on ne peut pas relancer l'Europe, réélaborer l'Europe aujourd'hui sans prendre en compte cette dimension. Alors les passages sur la dignité humaine aussi, il a pas mal développé de ce côté-là. Et en creux, on entendait parler d'euthanasie et même d'avortement. Oui, je crois que fondamentalement, ce qui est au cœur de son propos, c'est la personne humaine en relation. Contre la clôture individualiste et égoïste. La dénonciation finalement d'une dérive libérale, libertaire, qui effectivement se trouve dans le monde contemporain, en Europe et ailleurs, peut-être plutôt anglo-saxonne, on peut reconnaître, qui donc a tendance à considérer l'individu sans le considérer sa relation. Donc l'individu en relation, c'est effectivement aussi toutes ces questions de début de vie, de fin de vie, de milieu de vie, aussi bien effectivement les problématiques relatives à la naissance, relatives aux vieillards abandonnés dans les maisons de retraite, au risque d'euthanasie, parce que justement on considère que la personne est inutile, mais aussi le chômage. Enfin, voilà, ce qui est intéressant chez lui, il montre la cohérence globale de ces questions. C'est-à-dire, c'est la personne humaine en relation dans la société, dans la communauté humaine, au service du bien commun. Et qui n'est pas objet, mais qui est sujet. Voilà, exactement, qui n'est pas objet, qui est sujet. Et donc, il va se décliner dans les différents domaines qu'on a évoqués. Cet appel aussi aux chrétiens d'Orient, à les défendre, vous y avez été sensible ? Bien sûr. Vous y attendiez dans cette enceinte, justement ? Pourquoi pas, oui, ça fait partie des questions qui préoccupent aujourd'hui. Et de la part de quelqu'un qui vient d'en dehors de l'Europe, c'est important de rappeler aussi, parce qu'il y a un égoïsme individuel, mais aussi un égoïsme national ou supranational, un égoïsme européen, de rappeler à l'Europe, il l'avait fait à Lampedusa au moment quand il était visité ce lieu d'immigration, que l'Europe n'existe qu'en relation avec son environnement, et en particulier avec l'Orient. Berceau du christianisme, et aussi l'idée européenne. On peut dire que aussi la Grèce doit beaucoup de ses idées à l'Égypte, à la culture mésopotamienne. Enfin, l'Europe existe dans cet ensemble. Et effectivement, les chrétiens d'Orient sont un des dossiers de préoccupation aujourd'hui importants. Est-ce que pour vous, le thème de l'immigration était aussi développé que ce que vous espériez ou attendiez ? Je ne dis pas que j'attendais rien à ce discours, mais je n'attendais pas forcément qu'il défende telle ou telle idée auquel je suis plus ou moins attaché. Bon, je dirais, il a sa parole que je reçois bien, et je crois que l'ensemble des thèmes qu'il avait abordés dans ses discours s'y trouvait de manière assez équilibrée. Ça aurait été étonnant qu'il parle la moitié du temps sur l'immigration et puis qu'il expédie le reste la moitié du temps. Je pense que c'est assez équilibré. Et encore une fois, c'est la cohérence d'ensemble qui est intéressante. La question de l'immigration n'est pas détachable des questions familiales, n'est pas détachable des questions d'euthanasie, n'est pas détachable des questions du chômage. C'est la personne humaine en relation qui est à défendre. Alors, dernière question avec une réponse brève, s'il vous plaît. Vous êtes donc membre de la Société de Jésus comme le pape. Qu'est-ce qui, dans son discours, est pour vous typiquement jésuite ? Jésuite C'est une question. Oui, non, justement, je ne devais pas tomber dans le panneau. Je devais répondre par une autre question. C'est la confiance en l'homme. C'est une expression qui m'a frappé dans son discours, que j'avais lu déjà plusieurs fois dans plusieurs de ses textes. C'est cette confiance dans les capacités de l'humanité de construire quelque chose de positif.
Merci beaucoup Père, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Rendez-vous jeudi, bonne soirée.